Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire, une décision de justice qui secoue littéralement les relations entre l'Afrique et l'Europe. Imaginez un peu le tableau. Un tribunal au Niger vient de rendre un verdict. Et ce verdict fait l'effet d'une bombe dans plusieurs capitales européennes. On va décortiquer tout ça ensemble pour bien comprendre ce qui vient de se passer. 115 milliards d'euros. Voilà, le chiffre est lâché. C'est le cœur de toute cette histoire. Une somme qui donne le vertige, hein. Et attention, ce n'est pas juste une compensation financière. Non, pour le tribunal de Niamey, c'est le prix à payer pour un siècle entier d'exploitation. Alors la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce possible qu'un tribunal national au Niger puisse condamner 3 géants européens à payer une somme pareille? Eh bien, pour avoir la réponse, il va falloir qu'on remonte le temps, qu'on tire le fil d'une histoire assez complexe, faite de conquêtes, de contrats, et c'est le mot des juges, de spoliation. Alors, pour y voir clair dans cette décision monumentale, voilà comment on va procéder. On va commencer par le verdict lui-même. Ensuite, on regardera l'accusation principale et la chronologie des événements. Puis, on analysera les 2 grands piliers juridiques de l'affaire. On décortiquera la sentence, bien sûr, et on terminera en se posant la question, est-ce qu'on est face à un précédent qui pourrait tout changer? Première section, un verdict historique. Alors, tout commence le 1er février 2026. C'est une date à retenir. C'est ce jour-là que le tribunal de Niamey, plus précisément sa chambre des crimes économiques et contre l'humanité, a rendu son jugement. Un jugement public et surtout en dernier ressort. Et l'affiche, franchement, elle est incroyable. D'un côté, on a le peuple du Niger qui se présente comme souverain. Et de l'autre, eh bien pas moins que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. 3 poids lourds européens, tous accusés d'avoir collaboré pour piller les ressources du pays. On passe à la 2e section, l'accusation principale. Au fond, qu'est-ce qu'on leur reproche? L'idée centrale du dossier, et elle est pour le moins audacieuse, c'est que les actions de ces 3 pays ne sont pas juste une suite de coïncidences. Non, c'est une stratégie continue et parfaitement coordonnée. Et pour ça, le tribunal utilise un concept juridique bien précis, celui d'entreprise criminelle commune. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que pour les juges, on n'a pas affaire à des actes isolés, mais à un véritable plan concerté. L'argumentation est la suivante. Depuis 1884, depuis la fameuse conférence de Berlin, ces 3 nations auraient partagé un seul et même objectif, mettre la main sur les richesses du Niger, sans se soucier ni de sa souveraineté, ni même de la vie de sa population. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment le tribunal a distribué les rôles, un peu comme dans un scénario. On a l'Allemagne, qui aurait été l'architecte de tout ça, celle qui a dessiné les plans du partage à Berlin. Ensuite, le Royaume-Uni, qui aurait joué le rôle du complice diplomatique, celui qui donne son accord et légitime l'opération. Et enfin la France, qui aurait été le bras armé sur le terrain, et plus tard l'opérateur économique qui extrait l'uranium. C'est cette idée de responsabilité partagée, solidaire, qui mène à une condamnation commune. Allez, on avance. 3e section. On va voir maintenant comment le tribunal a étayé cette accusation. Pour ça, les juges ont fait un travail d'historien. Ils ont reconstitué une chronologie très précise pour prouver que cette fameuse entreprise criminelle n'a jamais vraiment cessé. Et cette chronologie, elle est vraiment parlante. On part de 1884, la conférence de Berlin, où l'idée germe. On passe à 1899 avec la conquête militaire brutale, la mission Voulet-Chanoine, qui ancre le contrôle par la force. Puis, un saut en 1961, les indépendances. On signe des accords de coopération, mais pour le tribunal, ce n'est qu'un habillage, la spoliation continue. Et enfin, les années 70, le début de l'extraction massive d'uranium. Vu comme ça, pour les juges, c'est limpide. Chaque événement est une pièce qui s'emboîte parfaitement dans la précédente. Section 4. Maintenant, sur quoi repose l'argumentaire du tribunal d'un point de vue juridique? Eh bien, il est construit sur 2 grands piliers. 2 types de crimes bien distincts mais qui se complètent. L'un couvrant les dégâts humains, l'autre les dégâts économiques. Voilà ces 2 piliers. D'un côté, on a ce que le tribunal appelle les crimes de sang. Là, on parle de dommages physiques, directs, les massacres, l'empoisonnement. Et de l'autre côté, le pillage financier, c'est-à-dire le vol pur et simple des richesses du pays. Et ce qui est important, c'est que le tribunal a accordé la même importance, la même sévérité à ces 2 aspects. Alors, si on regarde de plus près les crimes de sang, l'accusation est construite en 3 temps. D'abord, le passé lointain, les massacres de la conquête coloniale, comme ceux de la mission Voulet-Chanoine. Le tribunal les qualifie de crimes contre l'humanité, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas être prescrits. Ensuite, on passe à une sorte d'homicide industriel de masse, le fait d'avoir exposé pendant des décennies des mineurs nigériens à la radioactivité sans protection.
Et enfin, le troisième point, c'est un crime qui regarde vers l'avenir, l'empoisonnement durable de l'environnement, la contamination des nappes phréatiques à Arly. Et le deuxième pilier, le pillage financier, est tout aussi lourd. Et là, attention, il y a un élément qui change tout. Le tribunal a pris une décision radicale. Il a déclaré nuls tous les accords signés depuis 1961. Tous. Pourquoi ? Parce que selon les juges, ils ont été signés sous la contrainte. Ils sont entachés de violence et de fraude. Les implications sont énormes. Si ces contrats n'ont aucune valeur légale, ça veut dire que tout l'uranium qui était sorti du sol nigérien depuis les années 60 l'a été de manière illégale. C'est la définition même de l'enrichissement sans cause. Et le tribunal a donc tout recalculé, non pas sur les prix dérisoires payés à l'époque, mais sur la vraie valeur de cet uranium sur le marché mondial. Bon, on a vu les accusations, la chronologie, les arguments. On arrive maintenant à la 5e section, le moment fatidique, la sentence. Concrètement, qu'est-ce que ça implique pour les 3 pays qui ont été condamnés ? Alors, ces fameux 115 milliards d'euros, comment on y arrive ? C'est assez simple en fait. Il y a 85 milliards qui correspondent à la valeur de l'uranium qui a été, selon le tribunal, volé. On ajoute 20 milliards de dommages et intérêts pour les crimes de sang, une sorte de prix du sang pour toutes les victimes. Et enfin, 10 milliards sont fléchés vers un fonds souverain pour la santé, avec un objectif très précis, décontaminer la région d'Arlit et soigner les populations affectées. Mais attention, la sentence ne s'arrête pas à l'argent, loin de là. Le tribunal a aussi ordonné quelque chose de très fort, la nationalisation, immédiate et sans aucune compensation. De quoi ? De tous les actifs miniers, toutes les usines, tous les gisements qui appartenaient à des entreprises des 3 pays condamnés. En clair, c'est une reprise de contrôle total sur les moyens de production. Et puis, il y a cette autre mesure qui est absolument spectaculaire. Toute la dette que le Niger avait envers la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne est annulée. Balayée. Le tribunal l'a requalifiée en dette odieuse. C'est un concept en droit international qui désigne une dette contractée par un régime, mais contre les intérêts de son propre peuple. Pour le tribunal, c'est simple, cette dette était illégitime, donc on l'efface. Et pour être bien sûr que sa décision soit appliquée, le tribunal a mis en place des mesures de coercition. La saisie immédiate de tous les stocks d'uranium qui se trouvent sur le sol nigérien, l'expulsion de tous les responsables des entreprises et des États concernés déclarés persona non grata. Et surtout, ce point est crucial. Le tribunal affirme que son jugement est souverain et final. Il ne peut être contesté nulle part ailleurs, pas même devant la Cour pénale internationale. En gros, le Niger dit « c'est nous qui jugeons » et c'est la fin de l'histoire. Dernière section. Maintenant, il faut prendre un peu de recul. Au-delà du cas du Niger, qu'est-ce que ce verdict signifie ? Quelles pourraient être les conséquences à plus grande échelle ? Est-ce que c'est juste un événement isolé ? Ou est-ce que ça pourrait marquer le début de quelque chose de nouveau dans les relations entre le Nord et le Sud ? Cette citation, elle vient tout droit de la notification du jugement, et elle résume tout. La justice de Niamey a parlé, non pas selon le droit de l'occupant, mais selon le droit de la terre et du sang. C'est puissant, non ? C'est une déclaration d'indépendance juridique. L'idée, c'est que la justice ne se base plus sur les lois héritées de la colonisation, mais sur sa propre légitimité, celle de sa terre et de son histoire. Et tout ça nous amène à la question finale, une question absolument fondamentale. Ce jugement qui mélange réparation pour le passé et souveraineté économique pour le futur, est-ce qu'il pourrait créer un précédent ? Est-ce que d'autres nations, en Afrique ou ailleurs, pourraient avoir envie de s'engager dans la même voie que le Niger ? C'est une question qui reste ouverte et que seul l'avenir pourra trancher.